Lorsqu'on le trouve austère, lui se dit pudique. Lorsqu'on le juge cassant, il évoque l'autorité. Lorsqu'on l'interroge sur son âge, il parle d'expérience. Conseiller il y a 40 ans, ministre il y a 30 ans, Premier ministre il y a 20 ans. Il a tout connu, les honneurs, les défaites, les condamnations et la traversée du désert, tout sauf son Graal, tout sauf l'Élysée. Mais la modération est-elle une signature? Peut-il relancer la France? Voici l'émission politique avec Alain Juppé. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Alain Juppé, soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir Léa. Bonsoir David, bonsoir Alain Juppé, merci d'être avec nous. On est donc ensemble pendant 2 heures pour tenter de mieux vous cerner, de mieux comprendre l'homme et le projet, de savoir qui est vraiment Alain Juppé. Alors le programme, dans un instant vous répondrez Alain Juppé directement aux Français. Une juge, un ancien salarié de la Poste et un youtubeur, comme on dit, ce sera avec Karim Rissouli. Bonsoir Karim. Vous partirez en immersion dans la France du chômage. Vous répondrez ensuite à François Langlais sur vos propositions économiques. Bonsoir François. Puis, et c'est une nouveauté, c'est un invité surprise qui viendra s'adresser à vous. On n'en dit pas plus. Ce sera alors le moment de votre face-à-face avec Léa. Et puis en fin d'émission, avant les questions internationales, ce sera le débat avec un élu local, un maire. Et ce soir, c'est le maire de Béziers, Robert Ménard, qui viendra vous interpeller. Oui, pour conclure, ce sera le verdict. On verra ce que vous qui nous regardez sur France 2 et sur TV5 Monde avez pensé d'Alain Juppé ce soir à travers le panel de Français sélectionnés par Express Harris Interactive. Vous pouvez aussi réagir, on vous le rappelle, via France Info et certains de vos tweets seront publiés. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. On a demandé au panel de nous dire quelle est la question qu'il vous poserait. Eh bien, la question qu'il vous poserait, elle s'affiche là. Pensez-vous être en phase avec la société actuelle? Réponse à la fin de l'émission sera si vous les avez convaincus ou pas. Et bien sûr, le dernier mot reviendra à Charline Vanhoenacker. Elle est là, elle observe, elle écoute et elle nous rejoindra. Voilà, et pour commencer, quelques questions d'actualité. Léa, les questions sur le vif. Oui, question sur le vif, Alain Juppé, avec la question des migrants et les nouvelles arrivées. Mais d'abord, avant les migrants, la bataille de la primaire qui se durcit. Alain Juppé, ça ne vous gêne pas d'être le candidat de gauche à la primaire de la droite? Ça ne me gêne pas parce que c'est complètement idiot. Je suis un homme de droite depuis très longtemps et je n'ai pas cessé de l'être. Simplement, je suis un homme de rassemblement et je m'adresse à tous ceux qui ont envie de l'alternance, qu'ils soient à gauche, qu'ils soient à centre, qu'ils soient à droite, naturellement. Si on commence à exclure dans la primaire, on est mal barré, parce qu'on aura besoin de se rassembler en 2017. On aura beaucoup de sujets difficiles à traiter. Pas sûr que vous arriviez à convaincre Nicolas Sarkozy. Écoutez-le. Écoutez-le. Ah bon. Je ne suis pas candidat à la primaire de la droite, du centre et de la gauche. On m'a dit il faut une primaire loyale. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer par jure un papier dans lequel ils s'engageraient à partager les valeurs de la droite et du centre, alors qu'en vérité, ils n'en partagent aucune. Je ne veux pas de cette primaire-là, parce que ça serait la primaire de la déloyauté et du mensonge. Déloyauté, mensonge, parjure, il vous accuse de voler la primaire. Vous posiez la question de savoir qui je suis. Vous voyez qui je ne suis pas. C'est-à-dire ? Bon, ça, non. je vous laisse interpréter. Non, je mal. pense que cette espèce d'outrance est mauvais signe. Il y a un peu de panique à bord. Je regardais une étude il n'y a pas très longtemps là, qui montre que la seule chance de Nicolas Sarkozy de gagner, c'est de capter les voix de l'extrême droite. Alors, vous voyez, je pourrais renvoyer le compliment, mais j'ai pas envie de m'engager dans cette bataille-là. Moi, je veux parler de mon projet, aux Français qui sont là, aux Français que je rencontre. C'est ça qui m'intéresse, et pas du tout la polémique politicienne. De fait, est-ce qu'en appelant des électeurs déçus de François Hollande, donc des électeurs de gauche, à signer un texte où ils adhèrent aux valeurs de la droite, ça n'est pas effectivement un mensonge, ça n'est pas dénaturer la C'est leur problème, ils adhèrent aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Voilà, c'est à eux de juger si ces valeurs républicaines leur conviennent. Vous savez, en 2012, il y a eu beaucoup de déçus du sarkozysme qui ont voté pour François Hollande. Et aujourd'hui, il y a des déçus de Hollande qui s'apprêtent peut-être à voter pour moi. C'est peut-être les mêmes. Oui. Et pour prolonger un peu cela, si vous l'emportiez, hypothèse, face à Marine Le Pen au second tour, est-ce que ça veut dire que vous n'excluez pas
l'idée de prendre des ministres de gauche. Nicolas Sarkozy m'a montré la voie, souvenez-vous, Kouchner, Besson, Jouyet et quelques autres. Vous feriez la même chose ? On en reparlera le moment venu, si vous voulez bien. Non, mais pas c'est une question. Oui, mais c'est une question. Est-ce que vous feriez le gouvernement d'union nationale ? C'est une question à laquelle, pardon, je ne souhaiterais pas répondre aujourd'hui, parce qu'on verra d'abord si je gagne la primaire, et ensuite comment se passe l'élection présidentielle. Que vous n'êtes on a pas encore sûr, des mois devant nous vous pour en n'êtes pas reparler. sûr sur cette question-là, en fait, c'est une question où vous hésitez. C'est une question que je ne me pose pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me pose la question de gagner la primaire en rassemblant le plus largement possible tous ceux qui ont envie de l'alternance. Voilà. Et après, on verra. Derrière cette question, il y a aussi l'idée, et vous l'avez quand même souvent évoqué, que le clivage entre la droite et la gauche, bien souvent, sont un peu artificiels et qu'il ne serait pas illogique de faire une recomposition politique. Certes, les vieux clivages sont dépassés aujourd'hui. Mais vous savez, ma filiation, vous la connaissez, hein, ma référence, c'est le général de Gaulle. La France n'est pas la droite, la France n'est pas la gauche, la France c'est tous les Français. C'est là-dessus aussi que je souhaite convaincre. Alors, vous dites la France c'est pas la droite, la France c'est pas la gauche. Quand je vous ai posé la première question de savoir si vous étiez un candidat de gauche, vous m'avez dit c'est une question idiote. Et pour préparer cette émission, je me suis replongée dans vos œuvres et j'ai retrouvé ce livre-là. Il date d'il y a 5 ans. C'était un dialogue entre vous, Alain Juppé, et Michel Rocard. La politique telle qu'elle meurt de ne pas être. Débat conduit par Bernard Guetta. J'ai pas dit que votre question était idiote. J'ai dit que l'accusation... Oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai dit que l'accusation qui est portée contre moi d'être un homme de gauche était idiote. Mais justement, ce qui est intéressant... C'est pas du tout pareil. Certes, voilà. Mais je voudrais le rectifier pour qu'on ne parte pas sur de mauvaises bases. Mais sur le fond, le premier chapitre de ce livre-là s'appelle « La feuille de papier à cigarette ». Vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça ? Parce que, et vous, et Rocard, vous dites à plusieurs reprises, il n'y a qu'une feuille de papier de cigarette entre nous, c'est la réduction du temps de travail. Sur le reste, nous sommes d'accord. Mais... Donc la question est la suivante. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas... Moi, en lisant ça, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas plus proche de la gauche de Michel Rocard que de la droite de Nicolas Sarkozy ? Est-ce que Rocard était un homme de gauche ? Voilà, on peut toujours gloser là-dessus. Il l'était. Il se revendiquait comme tel. On appelle la deuxième gauche. Moi, je me revendique de droite, vous voyez. Et entre un homme de droite et un homme de gauche non sectaire, on peut trouver des bases d'accord. On était en désaccord sur beaucoup de sujets, mais fort heureusement aussi, on se rapprochait sur beaucoup d'autres. Il faut essayer de sortir de cette espèce d'antagonisme et de clivage de notre âge. Essayons de trouver des bases d'accord, précisément, tout en gardant notre identité. Donc un gouvernement de recomposition n'est pas exclu. C'est extrêmement curieux, parce que quand j'ai publié mon livre sur l'État fort, on a dit « Juppé, à la droite, toute ». Et puis, c'était au mois de janvier. Quand j'ai publié mon livre sur mon programme économique, on a dit « Juppé est hyper libéral ». Maintenant, on me dit que je suis de gauche. Vous voyez, je suis peut-être partout. On n'a pas dit que vous étiez de gauche, mais vous verrez que ce soir, on fera effectivement quelques allers-retours. Encore une question politique sur le mandat unique. Parce que vous avez dit, si je suis élu, je ne ferai qu'un seul mandat. Un seul mandat, ça veut dire pas de sanction électorale démocratique à la fin du mandat. Ça veut dire pas de responsabilité politique. Est-ce que ça n'est pas étrange ? Bien sûr que non. D'ailleurs, on veut limiter le nombre de mandats. C'est étrange comme question. À 2. Même l'idéal. Non, parfois, beaucoup de gens demandent aujourd'hui un septennat unique. Non, je ne comprends pas très bien l'argument. La sanction, elle viendra vers ceux qui poursuivront mon œuvre. J'espère bien que si je fais un mandat et si je suis élu, ensuite, il y aura des continuateurs. Et alors, la sanction démocratique, elle viendra de là. Puis on pourrait complètement retourner la question. On pourrait se dire aussi que quand on est uniquement préoccupé par sa réélection, on a peur de prendre des mesures courageuses, on a peur d'avoir un taux d'impopularité trop fort. Eh bien, je serais complètement exonéré de cette crainte. Est-ce qu'au fond, ça n'était pas une manière pour vous de couper court au départ, ce mandat unique, aux critiques sur l'âge ? Et est-ce que vous n'êtes pas obligé de la justifier a posteriori, cette idée ? De justifier mon âge ? Non, ça c'est la nature qui a décidé pour moi. En disant, je ne ferai pas de second mandat. Ça tombe sous le sens, vous l'avez compris, bien sûr, c'est aussi une des raisons. Alain Juppé, autre sujet. Ça me donne beaucoup de liberté aussi, pour faire ce que j'ai envie de faire. La question, elle n'est pas là. La question est de savoir si je suis prêt, si je suis déterminé. Et la réponse, là, elle est claire, c'est oui. Alain Juppé, question sur les migrants. Alors qu'il y a plus de 10 000 migrants qui ont encore été repêchés au large de la Libye cette semaine. Si vous aviez été président de la République au pic de la crise migratoire il y a 1 an et demi, est-ce que vous auriez suivi Angela Merkel, qui a accueilli largement les migrants ? Angela Merkel a fait une erreur, en donnant le sentiment qu'elle allait ouvrir tout grand les bras à tous les migrants de la Terre. Et aujourd'hui, elle le paye chèrement d'ailleurs, dans la sanction électorale dont elle est l'objet, élection après élection. Une bonne politique des migrants, elle repose sur 2 pieds. L'accueil de ceux qui doivent être accueillis, en particulier les demandeurs d'asile, c'est la tradition de la France, c'est la tradition de notre démocratie, c'est notre engagement international, et puis le refus de ceux que nous ne pouvons pas accueillir parce que nous ne sommes pas en situation de les traiter convenablement. Ce qu'a fait François Hollande.
Ce qu'a fait François Hollande. Je ne sais pas trop ce qu'a fait François Hollande en la matière, parce que sa voix était à peu près inaudible. C'est Mme Merkel qui a donné le ton, c'est pas François Hollande. François Hollande a dit je ne suis pas Mme Merkel et j'accueille 30 000 personnes. Écoutez, si vous voulez me faire dire que j'approuve la politique de François Hollande, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Sur ce point, peut-être. Peut-être sur ce point. Non, pas sur ce point en particulier. Qu'est-ce qu'a fait François Hollande pour bousculer le jeu à Schengen et obtenir que ce qui se passe enfin aujourd'hui se passe un peu plus tôt? Je veux parler du contrôle des frontières extérieures. Là, la France aurait eu un rôle à jouer pour secouer le cocotier en disant ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir une agence qui s'appelle Frontex qui n'a ni les moyens budgétaires, ni les moyens humains, ni les moyens juridiques de contrôler nos frontières. Il a fallu presque un an, puisque c'est au mois de décembre dernier que la Commission a enfin décidé de constituer un corps de garde-frontières pour qu'on s'y mette. Voilà, si M. Hollande avait été décidé et surtout entendu à Bruxelles, voilà ce qu'il aurait fait bien avant. Vous dites qu'elle fait une erreur, elle a fait une erreur historique, Angela Merkel, une erreur qu'on va payer longtemps. Je n'aime pas les mots excessifs. Le problème, c'est qu'on va être confronté longtemps à ce défi que constituent les migrations pour deux raisons. Tant que la guerre dévastera le Proche-Orient, tant que le chaos continuera en Libye, tant que aussi les inégalités de développement avec l'Afrique seront encore ce qu'elles sont aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions. On va être confronté à un défi considérable. Et donc, au-delà des mesures de court terme, je viens de parler de la nécessité de contrôler nos frontières, de la nécessité aussi, il faudrait en parler, de faire jouer le droit d'asile correctement. En France, il faut aujourd'hui plus d'un an pour décider si un demandeur d'asile y a droit ou pas. En Allemagne, moins de 6 mois. Donc nous pourrions là aussi... Mais justement, Alain Juppé. Donc, au-delà des mesures de court terme, il nous faut aussi engager une bataille de long terme. Et nous avons un destin commun avec l'Afrique. Donc investir en Afrique, c'est aussi préparer notre avenir. Mais alors avant cela, lorsque vous évoquez ce que serait votre politique dans cette crise des migrants, Calais, mais pas seulement, d'une manière générale, vous parlez bien sûr des frontières extérieures de l'Europe. Je suis allé dans la jungle en janvier, j'y suis revenu d'ailleurs. Mais vous dites aussi, c'est assez simple, ceux qui ont droit à l'asile, ils ont droit à l'asile, c'est sacré, c'est la vocation de la France. Ceux qui n'y ont pas droit, ils sont reconduits à la frontière. Est-ce qu'on ne se paye pas de mots? Vous savez très bien que ça n'est pas en claquant dans les doigts qu'on arrive à reconduire les déboutés du droit d'asile à la frontière. Une personne sur 10, moins d'une personne sur 10 est reconduite en moyenne. Donc la question c'est, comment ferez-vous pour qu'on arrive à appliquer la loi? Comment voulez-vous que je rentre dans ce raisonnement? Ça s'appelle du fatalisme et du renoncement. C'est vrai qu'aujourd'hui... Pardon Alain Juppé, ça n'est pas ça, ça veut dire ne pas se contenter des principes, mais comment on fait? Je vais vous dire. D'abord, aujourd'hui, il faut bien poser le problème. Une grande majorité des demandeurs d'asile sont déboutés parce qu'ils n'y ont pas droit. La première chose à faire, ce serait peut-être d'examiner la question à l'arrivée. Quand on voit arriver des demandeurs d'asile qui viennent de pays sûrs, qu'on devrait inscrire d'ailleurs sur une liste de pays sûrs, eh bien, on ne devrait pas leur donner un titre de séjour provisoire et engager une procédure de droit d'asile. On devrait tout de suite les reconduire dans leur pays d'origine. Ensuite, lorsque la procédure s'est achevée, on sait très bien qu'une grande majorité est déboutée, je l'ai dit. 5% à peine des déboutés sont reconduits à la frontière. Il faut que l'Europe prennent des résolutions pour négocier des accords de réadmission avec les pays d'origine. Je prends l'exemple d'un pays... Ça se passe au niveau européen? Ça se passe au niveau européen, pas au niveau national. Au niveau français. Nous, on ne peut pas faire en sorte d'accélérer les choses. On peut le faire. On peut d'abord accélérer la procédure de l'asile, vous avez raison, et on peut aussi négocier des accords de réadmission avec les pays d'origine. On l'a fait à certaines époques. L'Espagne l'a fait avec le Sénégal et est arrivée à maîtriser les flux migratoires qui l'a concerné, par exemple, aux Canaries. Nous ne faisons rien dans ce Mais Alain Juppé, il n'y a pas que ça. L'Europe devrait le faire aussi. Je prends un autre exemple qui est très illustratif. Celui du Kosovo. C'est un pays des Balkans. Nous lui avons donné beaucoup d'argent pour qu'il se prépare éventuellement à entrer dans l'Union européenne. Nous avons même fait une intervention sur place pour rétablir la démocratie. Eh bien, nous avons eu une période où il y avait énormément de Kosovars qui venaient en Europe pour demander, à l'Union européenne pour demander le droit d'asile. Ça n'est pas acceptable. Il fallait négocier avec le Kosovo un accord permettant de faire rentrer ces personnes chez elles. Mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup de problèmes, la place dans les centres de rétention, l'embouteillage aux audiences, le refus d'embarquer. Est-ce que vous êtes par exemple favorable à des charters comme le plaidait Édith Cresson en son temps ou Charles Pasqua? Le gouvernement en fait en ce moment. Très peu, mais on renvoie des gens en avion, bien sûr. Il faut s'en donner les moyens, naturellement. On va passer à la séquence des Français. Aux Français, c'est nos citoyens, nos Français, qui vont s'adresser directement à vous. Vous allez pivoter sur votre fauteuil, Alain Juppé, et ils vont s'adresser directement à vous.
Ces Français, ils sont 3 à vous interpeller ce soir, Alain Juppé, et c'est Karim Rissouli qui vous les présente. Karim. Pas Bonsoir, très monsieur commode, Juppé. j'arrive pas complètement à me mettre devant vous. Voilà. Regardez-moi, je suis là pour l'instant. 3 c'est vous Français, d'abord. Alain Juppé, 2 ici et une qu'on retrouvera en direct de Nancy tout à l'heure. Ils vont vous interroger sur des propositions concrètes que vous avez faites, sur des positions politiques ou sur des aspects de votre personnalité. On va commencer avec une question que je voudrais vous poser, monsieur Juppé. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un YouTuber? Oui, absolument. J'en ai même rencontré 2 il n'y a pas Est-ce que longtemps. vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Parce que Eh pour bien, les gens qui nous regardent ne le savent pas ce sont forcément. des internautes qui mettent des vidéos sur le net. Voilà. Sur YouTube et qui vivent. Et sur YouTube, naturellement, comme qui leur nom vivent de l'indique. ça. Et c'est le cas du premier Français qui est en face de vous et qui va vous interroger ce soir. Il s'appelle John Rachid. Je fais beaucoup de vidéos, moi aussi. Ouais, j'ai bien vu. Ouais, on va en voir quelques-unes. On a monsieur créé Juppé. un compte YouTube. John Rachid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc comédien et vos sketchs postés sur votre chaîne YouTube ont déjà été vus plus de 100 millions de fois. C'est un chiffre assez hallucinant. Beaucoup, Vous avez 820 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. C'est colossal et ça fait de vous, quelque part, l'un des porte-parole de votre génération. Même si je me définis pas comme ça, oui. Et il y a une chose qui ne vous a pas échappé et qui ne nous a pas échappé non plus, Alain Juppé, c'est la manière dont vous essayez parfois en ce moment de parler jeune, comme on dit. Regardez. Travaillons, cherchons, créons, jouons. J'avais prévu de vous dire allons chercher des Pokémon dans ce territoire, mais il paraît que c'est plus à la mode déjà. On m'a dit l'autre jour à La Réunion que j'étais swag, vous voyez. On peut peut-être avoir une pensée pour Jacques Chirac ce soir, parce que je suis sûr qu'il nous écoute sur YouTube. Bon, John Rachid, vous nous direz ce que vous en pensez, mais plus sérieusement. Vous avez 32 ans aujourd'hui, et vous m'avez dit en préparant l'émission, c'est incroyable, Alain Juppé, il est là depuis que je suis né. Et c'est vrai, vous aviez 2 ans quand... Bien avant, évidemment. avant. Mais Oui, moi, mais en vous tout faites cas, partie de mon ministre. paysage. Ah oui, mais quand même. Partie de mon paysage. Rectifier. Monsieur Juppé, John Rachid, il avait 2 ans quand vous avez été nommé ministre la première fois, 11 ans quand vous êtes arrivé à Matignon. Et ce manque de renouvellement de la classe politique, pour vous, John Rachid, c'est aussi l'une des raisons qui pousse les jeunes à ne plus aller voter. Oui, une des nombreuses raisons, ouais, effectivement. On a l'impression de voir les mêmes têtes depuis tout le temps. On a l'impression que c'est des échanges de pouvoir plus que des vraies motivations. Et il y a aussi un grand manque de confiance. Moi, je sais que moi, je parle pour moi et je vois quand je mets un politique sur Internet, je vois les commentaires. C'est toujours la même chose. On n'a pas confiance aux politiques. Ça fait phrase toute faite, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on ne demande pas de confier son labrador au voisin pour le week-end. C'est la France à qui on doit confier nos voix. Vous, d'ailleurs, vous ne votez plus. Hein, Moi, je vote plus. Moi, non, pas du tout. J'ai plus aucune confiance. À chaque fois, c'est des beaux discours qui sont très séduisants. Même quand je vous écoute, moi, j'ai bossé là avant de venir. J'ai regardé des reportages sur vous. Je sais que vous adorez vous allonger, écouter Bach. Je sais tout sur vous pratiquement là. Et je sais que à chaque fois, c'est très séduisant. Et au final, on se retrouve avec des gens au pouvoir qui font absolument rien de ce qu'ils ont dit ou très peu. Et on se retrouve totalement déçus. Et à force, faut arrêter de nous demander de voter pour vous, alors qu'au final, on souffre et qu'on a l'impression qu'on nous écoute même pas. Enfin, je parle de moi et... Alain Juppé, ce manque de confiance des jeunes dans la politique, de John Rachid en particulier, qu'est-ce que vous y répondez? Je le comprends d'abord. Et il est exprimé par une grande partie de vos contemporains, même des moins jeunes. Ici, il y a ce fossé qui s'est créé, qui n'est pas nouveau, mais qui aujourd'hui s'aggrave. Et pour nous, c'est un véritable défi, pour nous les hommes politiques. Alors vous me dites que ce que je dis, est intéressant. Bon, je vais essayer de vous convaincre que je vais le faire. En 1995, j'ai été élu maire de Bordeaux. J'ai dit aux Bordelais, voilà ce que je vais faire. On va changer la ville. On va construire un réseau de tramways. On va rénover les quais, etc. Je l'ai fait. Je l'ai fait, et s'ils m'ont réélu en 2014 avec 62% ou presque des voix au premier tour, c'est parce qu'ils ont vu que je tenais parole. Alors vous allez me dire, la France n'est pas Bordeaux, c'est vrai, je veux bien l'admettre, mais c'est, je crois, une façon de vous dire qu'il y a des hommes politiques qui tiennent leurs engagements. Quant au renouvellement, j'essaye de m'entourer d'hommes et de femmes nouveaux. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, mais le plus jeune des sénateurs de France, M. Lemoyne, qui n'a pas 40 ans, je crois, est venu m'apporter son soutien récemment. Virginie Calmels, qui était à mes côtés à Bordeaux, elle a 40 ans et elle fait de la politique depuis 2 ans. Donc vous voyez que ce renouvellement, il est en cours et que je vais essayer de le poursuivre. Moi, je veux m'entourer, évidemment, d'une équipe de jeunes. John Rachid, vous êtes convaincu par ces arguments? Je serais toujours Bon, pas ça serait convaincu. trop facile de... En une fois, ça serait facile. convaincre en 2 fois. Vous avez encore quelques Quand vous minutes me pour le dites, convaincre. Je ne fais pas d'illusions. Quand vous me dites que vous essayez de vous entourer de jeunes, 40 ans, c'est vieux pour nous. Ah oui, d'accord. C'est carrément vieux. C'est déjà trop vieux. Mais c'est même pas la question. Pareil, quand vous dites qu'à Bordeaux, ça se passe bien, j'en doute pas. Moi aussi, je viens de Lyon et je trouve que Ça passe bien, Lyon, ce que le maire fait, c'est Vous génial. voyez qu'il y a des hommes Mais- politiques qui tiennent parole. Oui, bien sûr, mais évidemment, mais à l'échelle de la France, j'ai l'impression que plus on va loin dans le pouvoir, et plus on a des lobbies, plus on a des pressions qui font qu'on peut pas tenir ses engagements. Donc c'est sur ça où on a un manque de confiance, et c'est pour ça qu'on n'a pas très envie de voter. C'est vrai que Monsieur Juppé, je précise pour ceux qui nous regardent que
les 18-24 ans et même les moins de 30 ans votent beaucoup moins que les autres dans ce pays et qu'ils n'ont plus du tout confiance en la politique. Oui, je ne veux pas relativiser les choses parce que c'est un vrai problème. Ouais. Mais ça ne date pas d'hier. Hein, c'est toujours très difficile d'intéresser cette classe d'âge à la politique parce qu'ils ne sont pas encore vraiment dans la vie de la cité, ils ont d'autres préoccupations, c'est dommage. Hein. Il y en a qui s'engagent. Moi, j'ai toute une équipe de jeunes avec Juppé, les JAJ, qui m'accompagnent et qui ont 18, 19, 20 ans et qui sont très passionnés, très, très enthousiastes. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus complètement généraliser. Mais je les ai vus dans le reportage, les jeunes avec Juppé. Ils sont jeunes. Oui, mais ils sont jeunes, il n'y a pas de problème. Mais ces jeunes-là, on les voit nulle part. Moi, c'est 2% de la population. J'ai jamais croisé. Ils sortent de grandes écoles, ils sont derrière vous. C'est plus un fan club que Pas des toujours, jeunes vraiment. Pas toujours. Avec oui, Juppé. mais heureusement que j'ai un fan club. Alors, évidemment. Si j'ai limité les fan clubs, heureusement qu'il y a des gens enthousiastes qui viennent vers moi. Et puis ils ne sont pas tous dans les grandes écoles. Hein. Mais on a l'impression, c'est ce que. Enfin, après, c'est un jugement de valeur, bien entendu. J'ai vu ça dans un reportage. Mais ça fait vraiment. Moi, je connais aucun jeune qui ressemblait à ce qui était derrière vous dans le QG des jeunes. On va en faire venir un ou deux pour voir s'il vous ressemble ou pas. Il y a peut-être derrière vous là. Alain Juppé, je regarde par exemple avec plaisir. Mais moi, dans mon quartier, je ne les vois pas. Ils n'existent pas. Dans mon équipe municipale, j'ai un jeune conseiller municipal. Il n'a pas 40 ans, lui. Alors on va prendre un vrai jeune. Il doit avoir une trentaine d'années. Alors c'est encore un vieux peut-être. Non, c'est bon, c'est mon âge. Il s'appelle Hassine Ouimi. Eh bien, je sais pas, il vous ressemble vachement. Oui, mais il a même la même barbe, vous voyez. C'était pas forcément que ce soit un jeune qui me ressemble, c'est un jeune qui soit plus contemporain. Enfin, moi, les jeunes que je connais, vraiment, il n'y en a aucun qui ressemble aux jeunes avec Sarkozy, ou jeunes avec Juppé, ou jeunes avec n'importe quel autre politique. Je crois que c'est un peu injuste pour eux, parce qu'eux aussi, ils y croient. Hein, ils y croient vraiment. Ils sont bénévoles, ils s'engagent, parce qu'ils me font confiance et ça me fait plaisir. Voilà, et ça me. Mais je doute pas de leur sincérité. Donc il ne faut pas non plus. Messieurs, je vais essayer d'encadrer le débat sur Alain Juppé, sur les jeunes. C'est d'essayer que ce soit contagieux. Alors moi, tout mon programme, il s'adresse à vous. J'ai proposé aux jeunes, là, à Chatou, 3 grandes causes, vous voyez. Je peux vous proposer, je ne sais pas si ça va vous convaincre. Premièrement, engagez-vous pour la cause d'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que peut-être que vous êtes moins bloqués que ma génération sur cette question de l'égalité. Engagez-vous. Il y a en particulier un scandale en France qui est la violence faite aux femmes. Une femme meurt tous les 3 jours en France de violence. Et engagez-vous pour faire ça. La deuxième proposition que je vous ai faite, la deuxième cause que je vous ai proposé d'embrasser, c'est d'inventer une nouvelle croissance durable pour qu'on laisse à nos enfants une planète vivable, à vous et à vos enfants, à vous. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire changer les comportements dans nos villes, ça veut dire recycler, ça veut dire inventer une économie circulaire. Et puis le troisième défi que je vous ai lancé, il devrait vous parler, de façon plus générale, c'est de réussir la transformation numérique du monde qui est devant nous. C'est enthousiasmant, ça. Tout va changer, le commerce, l'éducation, la santé et même la démocratie. Vous voyez que je m'adresse à vous et que j'essaye de vous convaincre qu'il faut y aller. Jean Rachid, c'est un grand pays, il faut y aller. C'est vous qui aurez le mot de la fin sur ce c'est bon, je m'engage, c'est bon, c'est fait. C'est bon Dans les jeunes avec Juppé, c'est parti. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de propositions, c'est super bien, mais c'est souvent, quand on veut s'engager, quand on veut faire des choses, c'est souvent récupéré de manière ridicule et politiquement, et ça nous dégoûte. Et au bout d'un moment, je vous assure que c'est ça le ressenti. On est dans le moins pire. Moi personnellement, je vous trouve moins pire. Je vous trouve pas super, ou moins pire. C'est déjà un message positif pour moi. Mais engagez-vous. Bousculez les choses. Allez-y. Venez. Bousculez les anciens et les aînés. Allez-y. Merci Jean Rachid. Et on retrouve vos exploits, entre guillemets, bien sûr, sur Internet. Karim, on enchaîne. On va maintenant prendre la direction de Nancy, Alain Juppé, où on va retrouver une juge qui a lu en détail vos propositions pour améliorer la justice. Bonsoir Fabienne Nicolas. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui la présidente du tribunal pour enfants de Nancy. Vous allez la voir ici. Regardez ici, vous la verrez. Vous avez aussi été longtemps juge d'instruction et vous présidez parfois des audiences en comparution immédiate, d'ailleurs toutes les semaines. Bref, Alain Juppé, vous allez discuter avec une magistrate expérimentée. J'ajoute, Fabienne Nicolas, que vous êtes adhérente au syndicat de la magistrature, plutôt marqué à gauche, mais que vous, à titre personnel, vous vous dites centriste. Comme je précise tout, vous avez d'ailleurs été encarté au PS, puis au MoDem de François Bayrou, et vous n'avez plus de carte politique aujourd'hui. Alors Alain Juppé, ce qui frappe Fabienne Nicolas, c'est que quand vous parlez de justice, vous tapez fort.